Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous proposer ma conversation avec Lucie Carrasco. Lucie, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est un sacré personnage. Une jeune femme pleine d'humour et d'esprit qui n'attend pas son tour pour accomplir ses rêves. Atteinte d'amyotrophie spinale, elle a déjoué tous les pronostics pour vivre sa meilleure vie. Elle s'est tout d'abord battue pour devenir styliste et évoluer dans le milieu de la mode, puis elle a un petit peu forcé le destin pour parcourir le monde au bras de Jérémy Michalak, célèbre animateur et producteur TV. Leur voyage, retranscrit dans plusieurs documentaires comme Lucie au pays des caribous ou Lucie au pays du soleil levant, font partie de mes émissions préférées que je vous conseille de regarder. Tellement contente de rencontrer Lucie que je n'ai pas vu le temps passer, donc cet épisode est un peu plus long que d'habitude. C'est pour cela que j'ai décidé de vous le proposer en 2 parties. Si vous souhaitez être informé le jour de la sortie de la 2e partie de notre discussion, je vous propose de vous abonner au podcast et d'activer les notifications de votre téléphone. Plus qu'un témoignage, c'est une réelle discussion que je partage avec vous. J'espère que ce format peut-être moins formel que d'habitude vous plaira, mais je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Lucie Carrasco d'Atri. Et psst, si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du podcast et partager vos impressions avec moi, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Pépin Podcast. Une dernière chose, rendez-vous à la toute fin de l'épisode pour découvrir le bêtisier en exclusivité. Allez, je vous laisse tranquille, bonne écoute. Donc bonjour Lucie. Bonjour. Je dois dire Lucie Carrasco ou Lucie d'Atri ? Lucie Carrasco d'Atri. D'accord. Bonjour Lucie Carrasco d'Atri. Ça sous-entend qu'il y a un mariage il n'y a pas longtemps, ça, non ? Normalement, tu t'en souviens mieux que moi. Donc félicitations. J'ai un vague souvenir, ouais. Merci. Non, c'était une très belle journée. J'ai gardé mon nom de public, on va dire. J'allais dire mon nom de scène, mais je ne suis pas non plus Dalida. J'ai gardé mon nom public et je le compose avec le nom de mon mari qui a failli, à une lettre près, s'appeler Darty. Donc à une lettre près, on était très très riche. Mais non, c'est Datri. C'est pas grave, je l'aime. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te rencontrer et d'avoir le champ libre pour te poser toutes mes questions. Si tu veux bien, je vais commencer par te lire une courte citation du livre que tu as écrit il y a maintenant 13 ans, qui s'appelle « Plus forte que la maladie ». Voici le passage. « Ce que j'aimerais tout simplement, c'est qu'on finisse par oublier le fauteuil pour n'entendre que la voix et qu'on ait envie de m'écouter, moi, Lucie Carrasco. » Donc je suis là aujourd'hui pour t'écouter toi. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Lucie qui a écrit ce livre il y a 13 ans ? J'aurais envie de lui dire, profite, ça passe très 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 vite. Tu vas très vite avoir 40 ans, ma pauvre. Non, c'est fou parce que quand tu dis il y a maintenant 13 ans, ça vient de me mettre une claque monumentale dans la tête. J'ai l'impression que c'était hier. Non, mais quand on a passé 40 ans, il y a une espèce de cap qui fait que on se dit, waouh, déjà, je lui dirais de plus s'écouter, plus dans l'instinct et de moins se... J'ai toujours été assez, indépendante socialement et mentalement, en tout cas, mentalement, oui. Mais de moins se prendre la tête avec l'avis des autres, le regard des autres. Pas le regard, mais l'avis des autres, oui. Il y a toujours quelqu'un de plus ou moins bien intentionné, toujours quelque chose à dire. Et du coup, on n'est jamais sûr d'être légitime parce que on veut trop plaire aux autres. Ça suffit de vouloir plaire aux autres. Si tu es toi, tout se passera bien. Tu plairas à certains et tu plairas pas à d'autres. Et je dirais, arrête de vouloir plaire à tout le monde aussi. Peut-être. Mais je dirais, écoute, tu te débrouilles pas si mal. Pour une petite gamine de 27 ans, continue et ouais, écoute-toi, te laisse pas trop parasiter. T'avais plein de choses à lui dire. Ouais, c'est bon, les choses sont remises au point. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, je m'appelle Lucie Carrasco, mais je crois que ça a déjà été dit. On a déjà aussi compris que j'avais 40 ans. Je dis que j'ai 40 ans, mais je vais en avoir 42. Hein, mais je fête tous les ans mes 40 ans désormais. C'est définitif. Parce que je trouve que c'est un bel âge si ça s'arrête là. Si ça s'arrête à 40. Oui. Je suis amoureuse de la vie,
Je suis française, d'origine espagnole par mon grand-père, passionnée de voyage, de mode aussi. Je suis ex-créatrice de mode. Je dis ex parce que j'ai stoppé mon activité temporairement. Je ne sais pas encore. Je reviendrai sûrement à la mode, qui est ma première passion et mes premiers amours, mais j'avais besoin de faire autre chose. Et au jour d'aujourd'hui, il paraît que l'expression au jour d'aujourd'hui ne se dit pas en fait. Oui. C'est une erreur de français. Du coup, je vais dire aujourd'hui. On n'est pas obligé parce qu'on est des êtres humains et On a le droit à on a le l'erreur. droit de dire des conneries, ok? C'est bon. Je suis pas venue là pour souffrir, ok? On voit qu'on a de la référence ici. Et je suis, étant passionnée de voyage et ayant toujours été attirée par le monde de l'audiovisuel, de la télévision, de la communication, je travaille maintenant dans la télé. Je suis pas réparatrice de télé, hein, je suis dans la télé. Je fais des documentaires avec Jérémy Michalak, qui est mon nain de jardin accompagnateur, qui est aussi un présentateur et un producteur de talent et qui est aussi devenu un ami. Ça me fait mal de le dire, mais bon, on aime bien se chambrer, mais on s'aime beaucoup. Et la télévision, avec lui, on a créé un format de documentaire pour France 5. C'est Lucie, un peu comme Martine à la plage, Martine à l'école. En tout cas, il y a Martine à l'école, mais il n'y a pas de Lucie à l'école. Hein, voilà. En tout cas, je veux dire, voilà, je suis quelqu'un qui maintenant qui bosse à la télévision et qui a trouvé vraiment ce que j'aime faire en mixant voyage et audiovisuel. Et c'est ce que j'aime. Et peut-être que je reviendrai à la mode, peut-être pas. Et dans mes activités, j'aime beaucoup écrire. Et notamment, j'ai écrit un livre et je suis en train de peut-être écrire le deuxième. Et je suis également conférencière parce que pourquoi faire une chose quand on peut en faire 50, quoi. Bon, t'as une vie bien remplie, quoi. Ouais, des fois, je suis fatiguée. Afin d'encore mieux te connaître, j'ai préparé quelques questions pour s'échauffer. Alors, ma première question, si tu pouvais choisir 2 personnalités pour aller au restaurant, qui choisirais-tu ? Vivante, oui, pour aller au restaurant, c'est plus pratique si elles sont vivantes. Allez, on va ouvrir aux morts aussi. Parce qu'on est hyper sympa. J'aurais beaucoup aimé manger avec Frida Kahlo et Elvis Presley, mais séparément, pas ensemble. Parce que Frida Kahlo, on aurait des choses très belles, artistiques à se dire, alors qu'Elvis Presley, ce serait un dîner romantique, clairement. Voilà, ma vie est décédée en 1972. Voilà, c'était Elvis Presley. Mon chat s'appelle Elvis. Je suis amoureuse de lui. Et d'aujourd'hui, parce que voilà, il y a d'avant et il y a d'aujourd'hui. Comme ça me fait 4 personnes. D'aujourd'hui, Michel et Barack Obama. Ils ont la classe, ils ont une aura, vraiment. Une aura de fou. Ils m'impressionnent, ces gens-là. Ils m'attirent beaucoup. Ouais, séparément aussi, peut-être, comme ça. Peut-être que Barack va me faire la cour et me dire ouais, tu sais, avec Michel, ça va pas trop en ce moment. Et t'es bilingue ? Oui, j'essaie d'où. Oui, je suis bilingue, j'ai habité 1 an aux États-Unis. À Los Angeles ? Ouais, je suis presque trilingue parce que je peux parler un poquito espagnol. Mais pas assez bien pour dire que je suis trilingue. Si on n'est pas obligé de bien parler, ouais, je suis trilingue. Ok. Quelle personne tu admires le plus et pourquoi ? Personne avec un S. Je vais réussir à en dire 2. Je vais dire professionnellement et personnellement. Jérémy Michalak, professionnellement, c'est quelqu'un de très droit, d'opiniâtre, de perfectionniste, de très intelligent, de très sensible en fait, sans le montrer. Et avec il y a une vraie connexion d'âme entre nous deux, que ce soit certes un peu personnellement parce que par la force des choses, au bout de 11 ans de collaboration, on devient amis. Enfin, on peut rester collègues, mais on est des collègues plus. On a les mêmes délires, on est sur les mêmes délires, on rit aux mêmes conneries. Puis le voyage, je pense que c'est des aventures qui rassemblent forcément. Le fait de voyager ensemble et d'être autant en accord et en phase avec tous les deux sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On est très proches et à la fois, des fois, il m'emmène dans des trucs où je ne suis pas du tout attirée. Mais il me connaît tellement, il est tellement intuitif dans le bon sens qu'il arrive à me faire découvrir des endroits où j'aurais pas pensé aller et finalement m'émerveiller avec ou faire prévoir des choses, des activités. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien beaucoup parce qu'il il est parti de rien, il a gravi des échelons d'une petite radio où il bossait l'été
en tant que toute standardiste à production, télévision, etc. Et je veux dire, c'est quelqu'un c'est pas un fils d'eux, quoi. Il n'a pas été pistonné et voilà. Donc j'admire beaucoup pour ça. On peut rester sur lui, hein, et sinon, voilà, dans la vie, j'admire beaucoup mon père. C'est mon héros, mais après, oui, c'est très dur de choisir une personne. C'est très dur. J'admire parce il a une vie pas facile du tout et puis il s'est retrouvé avec une gamine comme moi, avec une espérance de vie limitée à 3 ans maximum dans les années 80, où on ne connaissait rien. Ça arriverait aujourd'hui. Je me dirais oui, découragé, mais aujourd'hui, on a Google, quoi. Et on a des médecins qui connaissent la maladie et on peut savoir un petit peu à quoi s'attendre. Et il ne savait pas à quoi s'attendre et pour autant, ça n'a pas entaché sa joie de vivre, en tout cas devant moi. Peut-être que derrière, il pleurait, mais devant, il ne le montrait pas. Et ça n'a pas entaché sa détermination à me faire vivre une vraie vie incroyable, comme si j'étais sa fille, quoi. Comme si j'étais normale. Moi, j'aime pas dire le mot normal. Ah, mais qu'est-ce que la normalité? J'en sais rien, mais une vie. Ouais, il voulait que j'ai une vie heureuse et que j'ai la vie que je souhaite. C'est ce qu'on veut pour son enfant. Que je sois handicapée ou pas, c'était pas le souci. Bien sûr, il voulait que je sois en sécurité, parce que je suis plus fragile que les autres, mais ça a dû être sacrément plus dur de recevoir une nouvelle comme ça en 1981 qu'en 2023, quoi. J'admire parce que je sais pas comment quelqu'un peut avoir autant d'influence sur une autre, d'influence positive, comme il a eu sur moi. C'est-à-dire pas à me faire oublier la maladie, mais à me faire réaliser que ma maladie est une chance presque. Et là-dessus, Jérémy Jean, mon mari aussi, est partie de cette team d'hommes très important. Mais Jérémy et mon père ont ce point commun, c'est d'arriver à me faire voir que le handicap, on s'en fout, que ça me donne une force, et que c'est ça qui rendait les choses extraordinaires, en fait. Et de pas me limiter, ils ont cette force d'arriver à moi-même me faire croire qu'on peut faire des trucs de fou, du coup j'y crois, du coup je le fais, et en fait, oh oui, c'était possible. Tu sais, il y a une phrase qui dit, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est Mark Twain qui a dit ça, et c'est tellement, tellement vrai, quoi. Oui, c'est exactement ça. Quand j'ai lu ton livre ou quand je t'entends parler de ton père, c'est ça en fait, et c'est l'importance de l'éducation, qu'on ait un handicap ou pas. Ton papa t'a montré et t'a poussé pour que psychologiquement, tu penses que tout est possible. Et dans la vie, handicap ou pas, quand on pense que tout est possible, on va beaucoup plus loin en fait. Tout est possible, c'est-à-dire que la seule impossibilité, ça va être éventuellement de voler, parce que ce n'est pas possible pour qui que ce soit. Bon, je peux prendre un avion, mais en fait, tout est possible. Je pense que tout est question de choix. Ça, c'est moi qui le pense. C'est une question de choix dans la vie. C'est à toi de te dire, c'est impossible, si tu pars défaitiste, ou je te dis, je vais tout faire pour que cette chose soit possible. Et généralement, je pense, tout est possible, c'est pareil, je vais pas marcher demain, tu vois. C'est un petit peu exagéré comme cliché, mais à la fois, je vais bien plus loin que si je marchais, tu vois. Donc, mais en se persuadant que tout est possible, du coup, quand je vois des gens très défaitistes, j'ai des amis qui direct partent au négatif, et à chaque fois, ça n'empêche pas qu'on soit amis et qu'on s'aime beaucoup, mais on est diamétralement opposés parce que c'est genre, oh, il y a ça, ah ben non, c'est mort, c'est impossible. Et moi, tout de suite, je me dis, alors, écoute, alors, on fait quoi? On commence par quoi? Tu vois, c'est ça. Et ça, handicap ou pas, c'est hyper précieux, en fait. C'est une boule d'énergie. Mon père, il arrivait peut-être à faire semblant aussi, quand ça n'allait pas. Mon père, quand j'étais à l'hôpital, il dansait sur la table, il montait debout sur la table. Une fois, il montait à poil en caleçon sur la table. Désolée, papa de Lucie. Ah non, mais alors, il assume complètement, lui. Et il courait cul nu dans les couloirs des hôpitaux pour me faire rire. Et il m'a tellement fait rire. Et il a inculqué ça chez moi aussi, de rire. Parce que sans rire, je veux dire, la vie est assez compliquée comme ça. Si c'est pas pour se marier un petit peu, quoi. Voire beaucoup. Parce que c'est bon de rire. Et on peut... je pense qu'on peut tout faire passer par le rire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas toujours facile hein, de rire dans des moments difficiles, mais. Je sais pas, moi c'est naturel. C'est naturel, mais oui, bien sûr, il y a des moments où je suis au fond de mon lit et j'ai des phases de déprime parce que ça va pas, parce que je sais pas, parce que j'ai un coup de déprime, parce que je me suis engueulée avec mon mec, parce que je ne sais rien. Mais j'ai ce côté phénix en fait. Je sais pas si je l'ai en moi ou si c'est mon père qui me l'a insufflé, mais
Le côté, je vais déprimer pendant une journée, je vais être alors plus bactère. Par contre, je suis très extrême, c'est-à-dire que il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Il n'y a pas 50 nuances de trucs. De toute façon, il ne fait rien, Christian Grey, est nul. On voit rien, c'est nul. On peut pas rester longtemps dans le down, en fait. Il y a ce côté, la vie Tu reprend rebondis. dessus, Ouais. toujours, et plus fort. Et ça, je pense que c'est un mélange et de mon père et aussi peut-être de ma personnalité et tout ça. Mais voilà, il a réussi à, quand même avec très peu d'éléments, très peu de certitude, mais la personne que j'allais mourir, à faire de moi quelqu'un je pense en tout cas, j'espère, ouvert en tout cas sur la vie et optimiste et de battant. J'essaie de... Vraiment, on me dit que je suis battante. Moi, je me dis non, je juste fais des trucs. Bon, apparemment, quand j'analyse, oui, je suis plutôt battante. Je pense. En tout cas, je suis déterminée. Et t'aimes la vie, je pense aussi, c'est ça. Mais de ouf. T'es trop curieuse de faire plein de trucs, de vivre plein d'expériences. Et ça, quand on est curieux et qu'on aime la vie, je pense que c'est un moteur pour beaucoup de choses, quoi. Clairement. Et puis, ce qui est beau, c'est qu'il m'a fait découvrir la vie, aimer la vie. Mais il n'a pas fait ça comme... Parce que beaucoup de parents forgent leurs enfants selon eux, leurs pensées et tout, et ne les accompagnent pas pour devenir eux-mêmes et pour les quitter, en fait. Lui, il a dit, le but, c'est que tu me quittes, c'est qu'un jour, tu prennes ton envol. Alors, c'est sûr, quand c'est arrivé à 19 ans, il a dit, ah putain, merde, c'est un peu tôt, m'attendez pas maintenant. Et ça c'est très important, et c'est hyper rare, parce que t'as des gens qui sont trop dévoués pour leur enfant, et quand ils veulent partir, qu'ils les retiennent, et en fait, qu'ils les font pour eux. Un enfant, tu le fais pas pour toi, quoi. Donc là-dessus, pour ça, pour toutes ces raisons, il est très très fort, et il a su jongler avec des trucs pas faciles, et élever l'enfant et gérer jusqu'à son départ dans la vie active avec un gros handicap quand même, comme un nain, quoi. Alors bien sûr, mon père est relou, tous les parents sont relous, des fois on se prend la tête, des fois il est chiant, des fois je suis chiante, mais on s'adore, ça dure 5 minutes, mais on s'adore. Ça reste, on a des relations père-fille normales, c'est-à-dire que je vais pas, on n'est pas toujours, ah mon petit papa d'amour à se faire des câlins, non, des fois c'est, oh, chier. Qu'elle m'appelle Lucie, ouais, putain, je fais une connerie. Lulu, ça, tu vois, Lucie, oh. Donc à 40 ans maintenant, il peut plus trop m'engueuler pour une connerie que j'ai fait parce que j'ai 40 ans, tu vois. Donc, mais non, voilà, on a quand même eu des relations conflictuelles quand j'étais ado, et j'étais une ado. Hein, quand j'étais ado, j'étais aussi hospitalisée. Il a passé aussi 4 ans avant chevet, et là, c'était pas la meilleure période de notre vie, et pourtant, il a été là. Et je pense que sans lui, sans sa présence et sans son humour qui me faisait oublier tout le reste, j'aurais pas guéri aussi vite, et j'aurais passé beaucoup plus de temps à l'hôpital, parce que j'ai des collègues de chambre de l'époque qui sont restés beaucoup plus longtemps que moi, qui étaient arrivés avant moi, qui sont partis bien après moi, ou qui sont jamais sortis d'ailleurs. Donc je pense qu'il a aidé à ma guérison très très fortement. Ouais, c'est sûr qu'on ne sait pas tout à fait la force du mental sur le corps, mais on sait que c'est pas du tout à négliger. Personnellement, je pense que la force du mental, je peux pas te dire un pourcentage assez proche de la réalité, mais pour moi, ça fait 80% du job, quoi. Parce que je vais te montrer un exemple tout bête, et il y en aurait plein d'exemples. Mon premier défilé, je l'ai fait en plein fin décembre, donc en plein hiver. Et pendant des mois et des semaines, il y a eu un travail monstre. Chaque année, en hiver, pneumopathie, infection pulmonaire, grosse bronchite, toujours malade. Et quand j'ai eu ça, je veux dire, on bossait jusqu'à pas d'heure, on était épuisés. Mon père m'a aidé à monter mon premier défilé pour que justement je puisse réaliser mon rêve et que je puisse prendre mon envol ensuite. Il fallait bien que quelqu'un m'aide, et bah, ça a été lui, parce que je voulais que je me tire un peu, parce que je voulais partir de la maison, et puis lui aussi, il le voulait pour moi, quoi. Donc il a été là, bref. J'ai absolument rien attrapé. J'ai pas été malade de l'hiver. Et à chaque fois que j'ai quelque chose de très excitant, de dévorant, passionnant, je ne tombe pas malade. Et quand ça se termine et que tu as la descente, tu sais, quand tu fais une grande fête de famille qui dure 3 jours, et tu arrives dimanche soir et tout le monde s'en va. Et là, tu as un vide à l'intérieur de toi, tu vois, c'est ce genre de... T'as envie de pleurer, t'es pas bien. Et ben là, si cette phase, elle dure plus de 2 jours, tu tombes malade, quoi. J'ai dit, j'ai plus rien à faire, je suis un peu au bout de ma vie. Hop, et là, ça revient. Donc, comme quoi, le mental, si tu dis à ton mental, t'es occupé, il est occupé. Il n'a pas le temps de gérer une maladie, il est occupé à... Donc,
Clairement, il faut trop jouer avec ton esprit, en fait, pour arriver à lui faire prendre le dessus, parce que on dit que les gens, on dit que, par exemple, tu sais, en fin de vie, on peut se laisser partir ou on peut se battre. Ou, par exemple, quand il y a deux personnes très âgées qui décèdent, il y en a l'autre, elle a juste à se laisser aller et elle part. Et ça, c'est totalement mental, en fait. Donc, la force du mental, elle est bien plus importante qu'on ne le pense. Oui, tu as besoin de projets pour avancer. Oui, ou juste simplement, il peut être plus simple que de faire un grand défilé de mode. Hein, je te donnais cet exemple parce que je l'ai vécu, mais je suis pas chez moi. Je te reçois dans ma... Comment on dit? Dans ta maison de vacances. Non, j'allais dire résidence secondaire, excusez-moi, en bord de mer. Et voilà, je suis... le fait juste d'être ici, de pouvoir être posée, de savourer la chance, de réaliser la chance de pouvoir être ici, la gratitude aussi, tu vois. La gratitude d'être en assez bonne santé pour être ici, de retrouver ce petit Airbnb, cette petite perle devant le port, voilà, d'avoir quelques jours ici avec des personnes que j'aime, de pouvoir juste faire ce que je veux. Et là, mon mental, il me dit, il apprécie et il me dit non, on va pas tomber malade maintenant, on est bien. Hein. En fait, ton mental et ton corps et toi, vous devez faire une team en fait. Vous devez faire un trio en disant, écoute, corps, cher corps, ce serait con là, tu vois, ce serait dommage. Là, je vais te faire kiffer. Je vais t'emmener à la mer, je vais t'emmener au resto. Tu vas kiffer, viens, tu me laisses tranquille, on se repose. Non, mais tu vois, c'est fait un pacte. Et ça marche à tous les coups? À tous les coups, bien sûr que non. Souvent, bien sûr que oui. Bon, on va continuer un peu plus à parler de toi maintenant qu'on a rendu un bel hommage à ton papa. Quel est ton talent caché? Un talent caché. Attends, je réfléchis. C'est pas la chanson. C'est pas le chant. Je peux te prouver tout de suite que c'est pas le chant. Non, je peux pas le faire. Non, je vous ai parlé de ça. Mon talent caché. C'est un talent ou pas, ça? Je suis très observatrice. C'est-à-dire que je vois tout. Je cherche un truc dans une maison, je le trouve tout de suite. Je repère le moindre détail. J'aide beaucoup les gens qui ont perdu des trucs parce que les gens sont tête en l'air, parce qu'ils ont des mains et des jambes. Alors que moi, comme j'en ai pas, si je veux maîtriser rien que mes affaires, qu'on prenne sur mes affaires ou quoi, tu vois. Si je veux savoir où est tel mon crayon pour les yeux bleus de la marque machin, et mon contour des yeux machin, et tel objet, mon portefeuille machin, je dois savoir absolument tout où c'est. Et comme plusieurs personnes s'occupent de moi, chaque personne ne remet pas au même endroit, même si je me bats pour ça. Du coup, je suis obligée d'avoir Je n'ai pas de maîtrise sur l'espace avec mon corps. Donc, je dois avoir une maîtrise avec mon cerveau et mes yeux. Donc, je retiens tout. J'ai une mémoire de ouf. Je retiens... c'est pour ça que j'ai une facilité pour apprendre des langues. Bah voilà, le talent caché, j'apprends des langues très facilement. Je retiens où sont les choses. Je retiens par cœur. Donc, tu as une mémoire d'éléphant. Ouais, ça saoule mon mari parce que quand il me dit... tu sais, Marie, des fois, il va te sortir. Oui, ben, c'est pas comme les jours où, tu sais, il te sort un jeu de dossier. Et là, tu fais, ouais, sauf que ce jour-là, en fait, c'est pas ça que t'as dit. C'est ça, et ça, et ça. Et c'est que limite, hyper amnésique, des fois, j'ai des détails. Et du coup, il fait, vas-y, tu me saoules parce qu'en fait, c'est toi qui as raison. Et tu fais partie de ces personnes qui retiennent toutes les dates? des dates importantes, ouais, il y en a que je fais tatouer. Ouais. Ou je me rappelle tel jour, quand on s'est vu, j'avais cette robe. Ça, je l'ai fait des fois à des amis, il faut mettre une psychopathe, en fait. Bah non, mais en fait, je suis très visuelle, donc je visualise tout dans ma tête et ma tête, c'est un film, quoi. Donc, ouais, je vois tout, j'observe, je repère, je retiens. Et les langues, j'adore apprendre des langues, c'est vraiment, je pense, mon talent. En même temps, je parle que deux langues, voilà, mais par exemple, on a fait un tournage au Brésil et du coup, bah, j'ai appris le portugais un peu avant. Je parle pas portugais, hein. Mais depuis, je sais, parce que l'espagnol ressemble beaucoup, en lisant presque à traduire un truc. Enfin, voilà, j'ai ça. Je suis partie en Turquie, je suis revenue, je parlais plein de mots turcs. Au moins, je savais dire oui et merci, pourquoi. Mais carrément un peu plus, quoi. Et j'ai commencé à prendre des cours de turc aussi. Dès que je m'intéresse à un pays ou à une culture ou quoi, c'est je vais parler là. Quoi. Je trouve ça hyper. En fait, quand j'ai voulu être styliste, j'ai postulé dans toutes les écoles de mode où j'ai eu que des refus. Et j'ai fait une demande à la Cité internationale de Lyon, je me rappelle, pour être polyglotte, pour être traductrice. Donc c'était vraiment alors ça, c'est une vraie passion que j'ai, quoi. Bientôt, quand on me présentera, il y aura je suis conférencière sur la télévision, j'ai fait de la mode et je parle de 14 langues.
Voilà, mais c'est pas encore le cas. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Praia do Sono au Brésil. Ça s'appelle Praia, ça veut dire plage. Ça s'appelle Praia do Sono. Et je sais pas, Do Sono, D-O, plus loin S-O-N-O, pour ceux qui voudraient y aller. Je suis agence touristique en même temps. Je sais pas si tu as vu le documentaire que j'ai fait au Brésil, mais en tout cas. C'est la plage où tu arrives après je sais pas combien d'heures 5h30. de randonnée. Ouais, il y a eu un trek. En fait, c'est un village plutôt de pêcheurs et surfeurs où qu'on ne peut atteindre que par la mer dans des petits bateaux. Mais c'est pas des bateaux, c'est pas des ferries, hein, c'est des petits bateaux en mode boîte à sardines. Il y a une vague et ça se retourne, tu vois. Ou par la montagne brésilienne, donc à la jungle en fait. Donc, quand tu rentres sur le sentier, il y a écrit attention Miguel, attention serpent, attention vous allez mourir. Et nous on a choisi ce chemin-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en tournage, Jérémy envoie des gens pour... non. Jérémy voudrait envoyer des gens pour repérer. Mais en fait, concrètement, on n'a pas de budget. La chaîne ne nous donne pas un budget assez important pour pouvoir vraiment repérer. Donc, du coup, quelqu'un nous a envoyé des photos de cet endroit qui ont été envoyées à mon mari, parce que moi, je ne savais pas qu'on allait là-bas. Et ils ont dit à Jean, du coup, est-ce que c'est praticable? Et lui, il a vu des montées en terre, il a dit là, c'est bon. Des marches, c'est-à-dire avec son fauteuil. Alors, pas avec mon fauteuil électrique, bien sûr, je suis en fauteuil. Oui, je n'ai pas dit, quand je m'as dit de me présenter, par contre, j'ai dit ce que je faisais, mais je n'ai pas du tout dit que j'étais handicapée. C'est un détail. C'est marrant ouais, parce que quand on me demande de me présenter, c'est pas le truc qui vient en premier. Je vais plus facilement te dire que je suis du signe astrologique du lion que handicapée. Oui, je suis handicapée et du coup, j'ai un fauteuil électrique. Je me déplace exclusivement en fauteuil électrique parce que je ne bouge qu'un bras. Et la bouche, apparemment, je parle beaucoup. Là, on m'a mis dans un fauteuil manuel, donc qu'on peut pousser et qui est beaucoup plus léger. Et on s'est dit à 4, ils vont la soulever. Il y avait le producteur, le traducteur, le chargé de production et mon mari. Et le caméraman qui a dû poser sa caméra et porter, parce que c'était plus costaud. Et avec mon mari, c'est plus costaud et qu'on n'arrivait plus. En fait, ils ont repéré et on leur a dit... donc on leur a dit c'est bon, on envoie des photos. J'en ai dit ben, il y a des marches, on va monter le fauteuil manuel, c'est pas très lourd. C'est bon, mais ça veut pas montrer. Ils n'avaient pas montré les photos, il y avait une cascade à traverser sur des pierres. Il y avait un tronc d'arbre en travers du chemin non plus. Des grosses pierres, mais des pierres faut enjamber quoi, des trucs de malade. Et ouais, du coup, on est parti traverser cette jungle parce qu'on pensait que c'était possible. On n'avait pas vu tous les détails. Et on a croisé un randonneur juste avant qui a dit oh oui, oh, c'est facile, faut grimper un peu, puis après ça va. Et là, pour 1h30. Donc, pour 1h30, on avait tous une bouteille de 50 centilitres d'eau dans notre sac chacun. Et en fait, 1h30 sont transformées en 5h30. C'est-à-dire qu'on avançait, il fait tellement humide que tu sais plus si tu as chaud ou froid. C'est écrasant. Moi, je fais pas d'effort, j'avais juste peur parce qu'ils me soulevaient dans tout le... Voilà, mais les gars, ils souffraient parce qu'ils me soulevaient et tout. Et on avance. C'est pas 1h30, ça fait 2h, 2h30, 3h. Et là, en fait, on ne sait pas combien de temps il reste devant et est-ce que c'est plus rapide d'aller jusqu'au bout ou de faire demi-tour. Et plus tu avances, plus tu te dis, le demi-tour paraît de moins en moins improbable, mais c'est quand on arrive. Et je me rappelle m'être demandé à un moment donné, est-ce qu'on va arriver un jour vraiment? Tu ressens ce truc, je dis, mais ça n'arrive pas, il va faire quoi? Il va se passer quoi? On va se faire manger par des fourmis ici? Ou c'est quoi? C'était un truc de malade. Mais après, l'arrivée est tellement magique parce que c'est un endroit, du coup, vu des conditions d'accès, ou par là ou par la mer, je te dis, en boîte à sardines, du coup, il n'y a pas beaucoup de monde. Et c'est vraiment isolé, préservé. Et on a dormi dans une petite maison bleue, d'ailleurs. Je l'ai prise en photo et je la regarde souvent avant de dormir. Tellement j'aime cet endroit, je la regarde avant de dormir pour m'imaginer que je m'endors dans cette maison. Et on a rencontré les enfants de l'école de cette ville qui avaient entendu parler de moi par leur professeur, qui était très très beau, comme un dieu. Mais j'étais pas encore mariée, donc j'avais le droit de le regarder. Et j'ai rencontré ces enfants, je suis allée dans leur école, parler avec eux, ils ont tous fait des dessins. Ça a été un moment d'émotion intense où ces enfants étaient sans filtre, ils sont tous venus me faire un gros câlin. Et ils ont fait comme une mêlée, tu sais, un gros câlin gigantesque. Par rapport à la France, tu vois, dans nos sociétés occidentales où tu dis aux gamins, allez, fais un bisou à tata, dis bonjour. Alors, le gamin, il veut jamais dire bonjour, il est moche.
Bon, des fois, il a raison, parce qu'on n'aime pas faire des bisous à tata, parce qu'elle est vieille et qu'elle sent pas bon. Tu pourras couper ça. Ou pas, on s'en fout. C'est la fatigue. Et non, mais les enfants ont du mal à dire bonjour. Des fois, les parents forcent à dire bonjour alors que les enfants sont pas à l'aise et tout. Alors que là, non seulement ils n'ont pas eu peur de m'approcher, de me prendre dans les bras, en plus ils ont fait de même. Et c'est pas un bisou qu'ils m'ont fait, ils m'ont pris dans les bras. Et ils étaient une dizaine. Et pour autant, c'était plein d'amour, mais il n'y en a pas un qui m'a bousculé ou quoi. Ils étaient tous avec une douceur, ils ont compris ma fragilité. C'était le plus beau moment du monde. Après, ils ont fait une partie de foot, les garçons avec les gamins pendant la récré et tout. Et en arrière-fond, t'as les palmiers et la mer, et tu sais que tu vas repartir. On est parti en boîte à sardines d'ailleurs, dans le petit bateau. Et je disais, non, je ne vais pas partir, je vais être là. Ici, tu prends ton petit déj sur le bord de la plage. Et c'est pas une plage en mode la Grande Motte avec des gros buildings au bord de la mer, tu vois. C'est vraiment sauvage, isolé. Et le problème, c'est que c'est l'endroit que je préfère, mais c'est l'endroit où je peux moins facilement retourner. C'est-à-dire que je ne peux pas retourner là-bas, il faut que je retrouve 5 personnes. Oui, c'est la plage la moins accessible du monde, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a vu ce documentaire. Donc si je demande à des gens, vous voulez m'emmener là-bas? Et ça, à quoi ils s'attendent? Ils vont dire, non, on va pas t'emmener. Mais en bateau. Le bateau, il a volé un bateau à un moment donné. Je me suis rendu compte du danger quand j'ai vu les images quelques mois après. Le bateau, il est parti, c'était une fusée de bateau. Il est parti en l'air sur les... En fait, au moment de partir, tous les surfeurs arrivaient sur la plage. Et c'est jamais très bon signe. Oui, c'est qu'il va y avoir des vagues. Il y a qu'un seul conducteur de bateau qui a accepté de nous prendre, c'est celui qui avait le plus ancien, celui qui a le plus d'expérience. Qui avait rien à perdre. Il s'est dit, c'est bon, je gère, au pire, j'ai rien à perdre. Je bientôt à la retraite, je sais pas. Parce que les autres ont dit, non, on a trop peur. Si je me retourne, moi, je me noie. Hein, je peux retenir ma respiration, je pense 8 secondes en tout. Donc ça fait pas beaucoup, tu vois. Et c'était incroyable, pareil, les sensations, c'était ouf. Tout ce qui était autour de cette plage, tout ce que j'ai vécu, et tant pour y aller que sur place, et pour rentrer, c'était tellement intense. Et dès que ça va pas, je me projette là-bas. Je me fais souvent griller des chamallows sur un feu de plage dans ma tête, parce que je suis là-bas dans ma tête, souvent, très souvent. Il y a Los Angeles aussi, parce que Los Angeles, j'y ai vécu, et c'est mon endroit fave sur la Terre, avec Praia. Ils sont l'un comme l'autre sont sur la marche number 1 du podium. Mais tu vois, avant c'était Los Angeles, et maintenant peut-être qu'il est en 1,5, pas en deuxième place, mais en 1,5, tu vois. Mais la semaine à Los Angeles et le week-end à Praia, des machins. Ouais, tout à fait. Oh non, l'inverse. On s'amuse le week-end à LA, et puis aux gares alternées, une semaine sur 2. Ok. Rio, j'ai beaucoup aimé Rio. En fait, j'ai adoré le Brésil, vraiment. J'ai adoré Rio, j'ai adoré tous les endroits où on est allé. Cet endroit est un endroit de paradis sur Terre. Et justement, on en a bien parlé, là, tu as bien abordé le sujet, mais la première fois, moi, que je t'ai vu, je t'ai rencontré, pas en vrai, c'était justement à la télé, dans l'émission Lucie au pays des caribous. Bon, tout d'abord, je voulais te dire que j'adore ce genre d'émission, j'adore les voyages, j'adore rigoler, j'adore pleurer. Voilà, donc j'ai tout aimé dans l'émission. Et donc après, j'ai regardé Lucie au Brésil, quoi. Mission Brésil. Pas exactement le titre. Mission Brésil. Et les autres, j'ai pas pu les trouver en replay. Mais j'ai adoré le concept. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ta rencontre avec Jérémy Michalak et de la naissance justement de ce projet-là? J'ai rencontré en 2011, ce qui a fait que cette année, j'ai calculé que ça fait 13 ans qu'on se connaît. Non, c'est ça? Je serais nulle en maths. 12 ans. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Je suis très bonne en maths, comme tu peux le constater. Je voulais absolument traverser les États-Unis d'est en ouest. C'était... Non, pas pourquoi. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Parce que ce pays m'a toujours fascinée, parce que, pour plein de raisons, quand j'avais 7 ans, j'ai commencé à faire une tirelire pour mettre des sous de côté, quoi. 1 franc, 2 francs, 10 francs, que te donne ta grand-mère, tes parents, machin. Et mon père, il dit, mais pourquoi tu mets des sous? Mais j'économise. Mais pourquoi? Pour faire quoi? Pour aller à New York. Non, d'abord, c'est pour aller en Amérique. Et il me fait, tu allais où en Amérique? À New York, pour voir Hollywood.
Parce que pour moi... Tout était au même endroit, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, dans les films, tu vois, mon esprit d'enfant avait les grosses lettres Hollywood, avait relié ça à New York. Il y a juste 4000 km entre les deux, quoi. Mais c'était évident. C'était évident et parce que ça me fascinait, parce que j'ai grandi avec des films et des télé américaines, parce que quand on est malade, tu sais, il faut passer le temps. Et quand on a un enfant qui est malade, quand on est un enfant malade et avec beaucoup de souffrance physique aussi, il faut s'occuper. Il faut arriver à se faire s'évader l'esprit. Et tantôt je dessinais beaucoup. C'est comme ça que je suis devenue créatrice, en dessinant pour m'évader, tu vois, pour penser à autre chose. Et il y avait aussi les films, et j'étais très série américaine, Beverly Hills, même toutes les séries des années 80 que mon père regardait, et les films aussi, enfin les films américains. Mon père est fan de bons films. Bon, et du coup, Jérémy Michalak, il était où, là, dans ce plan? Oui, c'est vrai que je fais toujours... comme dit mon mec, tu vas de A à B en passant par W. Je voulais faire ce projet parce que j'étais fascinée par les États-Unis. D'accord. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à essayer d'inventer un peu un concept, pas d'émission, mais ouais, en tout cas de filmer. Je trouvais que ça pouvait être intéressant de montrer un dépassement de soi, etc. Et de ne pas s'arrêter à un détail qui est un gros handicap pour traverser un gros pays. Et j'ai écrit à plusieurs producteurs. Donc, je dis souvent pour charrier, j'ai répondu, j'ai pris parce que c'est le seul qui a répondu. Non, c'est pas celle que... Si, c'est celle qui a répondu. Mais en fait, en écrivant à plusieurs, je n'ai pas écrit non plus à 3000 producteurs, mais j'avais vraiment envie que ce soit lui qui réponde parce que j'aimais... je le voyais C'est à vous, il était chroniqueur à l'époque, et je voyais son énergie, je voyais sa... Je sentais quelqu'un de sincère, je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc déjà, la connexion était là pour moi avant de le connaître. Et du coup, tout simplement, je l'ai harcelé. Mais en fait, je savais pas du tout le début de cette histoire, et en fait, t'as vraiment provoqué ta chance, quoi. Moi, je croyais que c'était Jérémy Michalak qui avait toqué à ta porte. Ah non, ça aurait été plus simple, oui, je sais pas. Je me serais peut-être dit, mais qui êtes-vous, monsieur? Non, je l'ai harcelé, tout simplement. Et donc ça, c'était avant le Covid, et le premier pays où vous êtes allé, c'était où? Ah, c'était bien avant le Covid, c'était en 2011. Ah, mais ok, ça date. Ça date, et il y a une raison. J'ai beaucoup parlé, mais il y a une raison. C'est que du coup, en fait, quand je dis j'ai harcelé, j'ai envoyé un email qu'elle n'a pas répondu parce qu'il reçoit 700 000 demandes par jour. Et puis, il ne répondait pas, donc j'ai renvoyé, au moins pour dire, tu veux pas, dis-moi non. Tu vois, je suis quelqu'un qui est... je ne supporte pas de ne pas avoir réponse. Et c'est pour ça que même quand... j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur mes réseaux, qui me voient à la télé, qui m'écrivent, je réponds à tout demande, même si c'est un petit cœur, même si c'est un merci, même si c'est un projet auquel je réponds non, je réponds toujours. Tu en es la preuve vivante. Oui, mais tu m'as dit oui. Mais en effet, tu m'as répondu. Je comprends qu'il y a 7000 demandes par jour, mais je continue. Et au moins, tu me dis non. Et du coup, là, il dit, mais c'est qui cette folle, là? Et puis, il tape mon nom sur Google, il va, à l'époque, j'avais les cheveux rouges, j'ai le côté de mon crâne rasé, pour ceux qui ne me voient pas. Étant donné que c'est un podcast, on ne me voit pas. J'ai un style assez présent, quoi. Il dit, mais c'est qui cette cinglée? Et on se rencontre à Paris, je lui donne rendez-vous à Paris, et là, il me voit galérer avec mon coca, en train d'attraper ma paille pour boire mon coca tout seul. Et il me dit, ok, tu galères avec ta paille et tu veux qu'on aille traverser les États-Unis. Eh ben, j'aime bien l'idée. Et du coup, c'est parti comme ça. Il me dit, écoute, je te promets rien. Il m'a toujours dit, mais bon, encore aujourd'hui, je ne te promets rien, mais je ferai tout pour ça. Et c'est toujours ce qui a été fait. Et pourquoi autant de temps? Parce que pendant 4 ans, on s'est battu pour que ce programme existe. Parce qu'on pense que Jérémy Michalak, qui à l'époque produisait Les Anges et a signé, par exemple, Nabila en 45 secondes avec un producteur. Bon, voilà, je vous propose ça, ok, c'est signé. Là, il vient avec un truc très nouveau quand même. C'est pas Nabila, il y a encore plus de matos qu'avec Nabila. Tu vois, c'est un truc énorme, quoi. Et pendant 4 ans, ça a été, c'est beau votre projet, monsieur Michalak, bonne chance. Allez sur une autre chaîne. Le handicap ne fait pas vendre, le handicap n'est pas glamour. Allez au Téléthon. Et pendant 4 ans, il a dit, mais putain, mais Lucie, c'est tout sauf le Téléthon, en fait. Et puis, putain, pourquoi il n'y aurait que le Téléthon? C'est genre la fête à nœuds tous les ans, et puis... il y a d'autres choses à montrer que...
On n'est pas là pour parler de sa maladie. Au Téléthon, on parle des maladies. Et parce que le handicap souffre d'une mauvaise image. Le handicap, c'est pas fun, c'est pas glamour, c'est pas sexy. Bah écoute, regarde-moi, je suis glamour, je suis sexy, je suis fun. Bon, c'est un peu prétentieux. Mais le handicap n'est pas que... Puis en plus, le handicap, ça veut rien dire parce que le handicap regroupe une catégorie de personnes qui sont, comme je viens de dire, des personnes, donc toutes différentes. Donc le handicap ne veut rien dire en fait, en soi. C'est des personnes handicapées qui ont des vies différentes, qui ont des maladies différentes, qui ont des soucis différents, et du coup ça veut rien dire. Et ça souffre d'une image, chiante. Quand on parle de handicap, c'est chiant, et c'est vrai. Et nous, on est arrivés pour dire, nous, on parlait de la vie en fait. Pas de la maladie, pas de la mort, pas de chiant. Nous, on va être rock'n'roll, les gars. Et 4 ans, et je connais plus un producteur qui, au bout de 4 ans de recherche, aurait dit, écoute, ma cocotte, t'es gentil, mais ton idée, elle est sympa, mais personne n'en veut, merci, salut, quoi. Et avec tous les voyages que tu as fait, comment globalement tu as été reçu et quel est le pays où tu as trouvé que c'était le plus accessible en fauteuil? Les pays les plus accessibles, le Japon, parce que la modernité, les mythes futuristes, le Japon, truc de fou. Les États-Unis aussi, c'est quasiment pareil que le Japon, c'est très, très moderne, donc très accessible, tout ça. Le Canada et les États-Unis, c'est un peu pareil, c'est les mêmes infrastructures, donc quasiment jusque-là, tout était très accessible. Ce qui aurait pu être le moins accessible, qui était le moins accessible, c'était le Brésil, bien que, c'est sûr que la montagne n'était pas accessible, certes. Mais pour Rio, on avait acheté une rampe amovible et notre chargé de prod qui a tous les sacs à dos avec les GoPros dans le sac et tout, avait la rampe à la main, on prend comme un sac, toute la journée, alors qu'il y avait des rampes et des accès partout. Même dans la plus petite favela, il y a toujours une plaque en tôle pour monter qui sert de rampe. Une accessibilité que j'aurais jamais imaginée. Les bus sont accessibles, bon, c'est des vieux bus, faut pas avoir peur. Pour conduire à Rio, faut pas avoir peur du tout, parce que on avait un chauffeur, parce que pour conduire là-bas, c'est hyper chaud. Si, peut-être sur la route, quand le chauffeur s'arrêtait pas au feu rouge. Ah, on s'arrête pas, je suis là, d'accord. Ah, je suis là non plus, d'accord. Ah, je suis là, oui, on sait pas pourquoi, ok. Mais extrêmement surprise par l'accessibilité de Rio et du Brésil et l'accueil. Mais l'accueil, quoi. De toute façon, l'accueil, j'ai envie de te dire que dans tous les pays, on a été bien accueillis. Au Japon, c'est plus discret. Parce qu'ils sont discrets dans leur façon d'être, dans leur culture, ils sont réservés, ils sont pas genre Hey, amazing, how are you? Je dirais que tu sois là et tout. C'est les Américains, tu vois, c'est genre Hey. Eux, ils sont très, tu vois, ils baissent la tête, arigato, machin. Mais un accueil extrêmement chaleureux et bienveillant partout. Le seul problème qu'on rencontre, c'est en France. Le seul problème. Non, mais c'est pas une blague, c'est arriver, prendre le train, arriver jusqu'à l'aéroport de Roissy, aller prendre l'avion, embarquer. Une fois qu'on a quitté le sol français, tout va bien. Avant ça, c'est l'enfer. Ouais, même à l'aéroport des pays d'arrivée. Mais c'est un truc de fou. À chaque fois, j'ai mon fauteuil à la porte de l'avion parce que moi, je voyage dans une coque qui est moulée à ma forme et dans une coque qui ne bouge pas du tout. Là, je suis avec mon fauteuil électrique, par exemple, mon dossier, je le relève, je le rebaisse pour ne pas avoir de point d'appui. Donc, je bouge toujours un tout petit peu. Là, je suis dans une position statique, avec tout mon poids sur mes fesses, quoi, clairement, pendant plus de 12 heures, parce que souvent, c'est des vols de 12 heures, 10 heures ou 12 heures. J'arrive, je suis en compote, j'ai mal. C'est juste que ça vaut le coup, j'ai choisi de le faire malgré tout parce que j'ai envie d'y aller. Et quand tu arrives, tu n'as qu'une envie, c'est de récupérer ton fauteuil dans lequel tu n'as pas mal et dans lequel tu as toute ton autonomie. En fait, moi, je me sens handicapée quand je suis dans un fauteuil manuel et qu'il faut me pousser. Je n'ai pas l'habitude qu'on me pousse, qu'on me dirige, qu'on me fasse aller à droite, à gauche. C'est moi qui dirige mon fauteuil. Et du coup, je me sens handicapée quand j'ai pas mon fauteuil. Alors qu'il y en a qui disent... on pourrait penser, tu sais, que tu te sens handicapée avec ton fauteuil. Non, moi, je suis handicapée sans mon fauteuil. Avec mon fauteuil, je peux faire ce que je veux, en fait. Je suis libre. Et du coup, tu as qu'une envie d'avoir ton fauteuil, ta liberté. Et là, ils disent aux aéroports de Paris, ah ben non, il est parti au bagage. Bagage informel, ça veut dire qu'il faut faire tout l'aéroport, passer les douanes, passer le machin. Tu restes 1 heure de plus dans le fauteuil. Tu as envie d'aller faire pipi tout simplement au bout de 10 heures, mais tu ne peux pas parce que tu es dans un fauteuil où tu ne peux pas parce que dans ce fauteuil-là, la position ne me permet pas d'aller aux toilettes.
Donc du coup, tu te retiens depuis plus de 12 heures alors que tu as bu et mangé dans l'avion. C'est juste un enfer alors que tu arrives à LA, à Istanbul par exemple, où je suis allée, on n'a pas fait de tournage, mais j'y suis allée à titre personnel et j'ai adoré, pareil, extrême accueil, accessibilité, contrairement à ce que je pensais. Mon fauteuil était à la porte de l'avion. Le plus impressionnant, c'était à Iguaçu. Iguaçu, c'est au sud du Brésil, à la frontière entre le Paraguay, l'Argentine et le Brésil. Donc c'est vraiment le fin fond de la jungle. Et là, il y avait un camion élévateur qui m'attendait à la porte de l'avion, où ils m'ont descendu et mon fauteuil était ils m'ont descendu sur le tarmac. Mon fauteuil était sur le tarmac, il pleuvait quelques gouttes et il y avait 2 mecs avec un parapluie au-dessus. J'ai fait OK. Ouais, t'as l'impression d'être une ministre. Mais trop. Je fais OK, à Paris, ils jettent ça dans les trucs en format et les mettent sur un tapis roulant, limite. À chaque fois, je leur dis attention, mais les pas sur un tapis roulant, mon fauteuil il pète, il fait 24 000 € le fauteuil. Hein. Et je dois le battre et il y a toujours un fauteuil, toujours une pièce cassée. Toujours une pièce cassée. Je peux te montrer toutes les pièces cassées que je n'ai pas fait remplacer parce qu'elles sont, c'est genre des caches ou parce qu'elles sont pas indispensables. Et à l'étranger, jamais. Le fauteuil est à la porte de l'avion, quoi. J'ai toujours peur et je suis toujours angoissée, mais ça ne m'empêchera jamais de le faire. Mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant ce qui me freine, c'est à un moment donné, c'est soit tu prends sur toi et tu prends le risque, soit tu penses que le risque est trop important et tu as trop peur et tu ne le fais pas. Et ça appartient à chacun. Moi, je ne suis pas pour entretenir les peurs, mais par contre, il faut absolument que ça s'améliore. Et je suis très contente d'être en relation avec ADP, les aéroports de Paris, pour arranger les choses, où je dois rencontrer plusieurs personnes là-bas, et l'aéroport de Lyon, l'aéroport de Lyon également, où j'avais eu un petit souci, et ils ont envie de me recevoir et qu'on puisse améliorer les choses ensemble. Moi, j'aimerais beaucoup lancer une opération où j'aimerais m'adresser, que ce soit à la SNCF ou pour les trains, pour les avions, au personnel qui s'occupe des personnes handicapées. Alors, arrêtez avec PMR, personne à mobilité réduite, machin. On a le droit de dire handicapé. Détendez-vous, pétez un coup, ça me saoule. Bien sûr, on veut dire personne à mobilité réduite. PMR, c'est l'abréviation, aucun problème. Mais s'acharner à dire « Oh, tu as dit handicapé alors que c'est une personne à mobilité réduite », attention, c'est péjoratif. Non, ce qui est péjoratif, c'est de dire personne à mobilité réduite, mais de ne pas respecter la personne et d'en avoir rien à carrer. Ça, c'est mauvais. Dire handicapé parce que tu es handicapé, dire aveugle parce que tu es aveugle, il n'y a aucun souci, en fait. Tant que tu es dans le respect, dans la bienveillance. Et ça, c'est un truc qui me répile. Une précaution de langage, si le respect ne va pas avec, on s'en fout. Bien sûr, c'est bien de dire personne à mobilité réduite, mais handicapé, pas juste un handicapé, une personne handicapée. C'est très bien, le mot est juste, le mot existe. Je préfère qu'on dise ça et qu'on me respecte, clairement. J'aimerais m'adresser à ces personnes et leur donner sur une demi-journée, peut-être une formation, une mini-formation, parce qu'elles sont formées avec... elles s'occupent pas de personnes handicapées dans leur formation, c'est la théorie, et on oublie complètement de leur dire que c'est des personnes, en fait. Et l'accueil, il est déplorable, c'est des gens pas formés, c'est des gens qui font ça pour... Alors je peux comprendre, on a tous besoin de travailler pour de l'alimentaire, mais travailler avec des personnes, des êtres humains, ça peut pas être un boulot alimentaire, il faut aimer l'humain. Si donc tu bosses avec des valises, c'est pas humain les valises. Et moi j'aimerais beaucoup lancer donc ça, leur parler parce que je voyage énormément, donc je me sens légitime de soulever plein de points que je vis tellement souvent dans ma vie perso et dans mon travail. Et j'aimerais lancer une opération avec les aéroports de Paris et les aéroports de Lyon et d'autres s'ils veulent se joindre à nous, de simulation de mise à bord d'une personne en situation de handicap, sauf que ce serait une personne valide qui se mettrait dans le fauteuil et qui se laisserait manipuler par ses collègues. Et là, je pense qu'il réaliserait que quand tu n'as pas la maîtrise de là où ton fauteuil t'avance, c'est pas toi qui pousse ton fauteuil, hein, juste tu mets tes mains comme si tu étais vraiment handicapé, tu vois. Et qu'on te mette devant tout le monde, qu'on te porte sur un siège. Pas tu aides avec ta jambe, tu aides avec ton pied, non, tu te fais vraiment porter et mettre sur un siège. Là, je pense que tu prends conscience des choses. J'aimerais être dans la boucle des compagnies aériennes qui accepteraient, sur un vrai vol, de faire une simulation de 15 minutes où on va installer une personne et la ressortir évidemment pour faire une simulation. Parce que s'il y a du monde, là, ils vont comprendre
La confrontation au regard aussi. Et qu'est-ce que ça fait quand on parle comme un débile? Vous inquiétez pas, monsieur, on va vous mettre sur le siège. Mais pourquoi je parle fort? Ouais, il y a un peu, on confond les personnes handicapées et les personnes âgées parfois. Quand tu me parles plus fort. Je te jure, on me dit que c'est un débile qui sont arrivés chez moi en me disant bonjour, comment elle va, Mme Carrasco, aujourd'hui? Comment elle va? Demandez-lui. Déjà, tu parles beaucoup trop fort pour le matin, déjà. Non, c'est insupportable. Mais je le dis parce que si tu diffuses, c'est bien. Ça fera que ADP peuvent entendre, parce que j'aimerais vraiment faire ça. Et ça donnera du poids d'avoir enregistré, ils seront pas obligés de le faire. Ok, je vais leur envoyer. Ce serait cool. Et quel est le pays que tu rêves de découvrir? Alors, je peux pas te dire un pays, c'est impossible. Bon, d'accord. Je peux pas te dire un seul. Donc tu passes cette question. Non, je vais en dire plusieurs. Colombie. Non, la Colombie, c'est un pays incroyable. Une diversité de faune, de flore. Mes meilleurs amis sont colombiens, ils sont en France, mais ils sont colombiens. Non, mon meilleur ami est en Colombie d'ailleurs. Et c'est un peuple, un pays, des personnes. Je ne suis jamais allée, mais j'en parle comme si j'étais allée. J'ai une passion pour ce pays, pour sa culture, pour sa musique, pour sa faune, sa flore, pour son histoire. Chez moi, pendant de nombreuses années, j'avais la carte de la Colombie accrochée dans ma cuisine. Donc, limite, la carte, je la connais par cœur. Je regarde souvent des séries colombiennes, du coup. J'ai une passion pour ce pays. J'aimerais beaucoup aller à Cuba aussi. J'ai du mal à pas rajouter un pays où toute l'Amérique du Sud m'intéresse, mais vraiment la Colombie, c'est mon rêve absolu. Ok. Je vais passer du coq à l'âne. Fin 2022, tu as sorti une bande dessinée qui s'appelle Le Tour du monde de Lulu, avec Jérémy Michalak et Jean Datry, ton mari qui a réalisé tous les dessins, et qui raconte justement vos folles aventures autour du monde. Alors, ça fait quoi d'avoir son propre personnage de bande dessinée? Et voilà, nous arrivons à la fin de la première partie de notre conversation. J'espère que vous avez apprécié autant que moi partager ce moment avec Lucie, et je vous dis à très très vite pour la suite de notre conversation. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si vous voulez être au courant de la sortie de la deuxième partie. À bientôt! Est-ce que là, le son, c'est bon? Est-ce que là, le son, c'est bon? Non, faut essayer les deux. Là, je participe, hein. Oui. Bonjour, Lucie. Tu réponds pas? Bon, je refais alors. Tu comptes pas répondre, du coup? Si. En plus, je croyais que c'était le début d'une phrase. Oui, c'est le début. C'est vrai que je vais continuer, du coup. Oui, non, mais j'ai une phrase. Ok, pardon. Non, mais on était dissipés un peu, là. Oui. Ça comptait pas. Donc, vas-y, tu veux me dire bonjour, je te dirai bonjour. Bonjour, Lucie. Bonjour, Pauline. Merci de j'allais dire de me recevoir. Oui, ça marche qu'à la radio, ça. Parce que c'est moi qui te reçois, en fait. Ne me dis pas merci. C'est moi qui vais te dire merci. Ah, ok. Après, je te redirai maintenant, merci à toi. Ok, c'est bon. Ah, mais c'est toujours le lancement qui est un peu compliqué. Et puis après, on va être dans notre truc. Et je me fais des feux de forêt au bord de... Il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Des feux de forêt. Des feux de plage. Ne faites pas des feux de forêt chez vous. Non, ne pas reproduire. Non, je me fais souvent des feux de plage, des feux de plage sur cette plage, des feux de plage sur cette plage, oui, non, pas sur une autre.